Bonsoir, nous poursuivons ce soir notre série consacrée à la santé en Afrique. Après avoir parlé des maladies d'ordre mystique, parlons ce soir maintenant de la guérison. Et directement, je me retourne vers toi, Bingono. Bingono, lorsqu'on parle du concept de tradipraticien, justement, de quoi est-ce qu'il est question? C'est une faute sémantique de parler de tradipraticien, parce que c'est elliptique, c'est-à-dire c'est incomplet. Il faut encore dire tradipraticien de la santé. Alors je préfère le concept de tradithérapeute, parce que là, on parle de celui qui donne des soins thérapeutiques. Dire tradipraticien est insuffisant. Il faut encore dire tradipraticien de la santé. De la santé. Et maintenant, donc, peut-être pour commencer, on devrait baliser notre chemin en commençant d'abord par parler de la maladie. Qu'est-ce que c'est que la maladie pour pouvoir trouver La une maladie est un dysfonctionnement, soit du corps biologique, soit de la psychologie, soit du mental, soit du corps spirituel. Il y a dysfonctionnement quelque part, alors on peut parler de maladie. Et c'est très bien d'en parler aujourd'hui, car il faut dire qu'en Afrique, nous sommes dans un contexte de civilisation où on soigne le corps en passant par l'esprit. Je voudrais dire la définition de l'origine de la maladie en négro-civilisation. Elle est en 3 catégories. On a rompu une loi divine, alors on peut tomber malade et mourir. On a rompu une loi de la nature, on peut tomber malade et mourir, manger des fruits pourris et autres, ou bien se baigner dans de l'eau sale ou boire de l'eau sale. C'est une loi de la nature qu'on a rompue. On ne peut par conséquent tomber malade et mourir. 3e catégorie de maladie. On a rompu une loi sociale. On peut tomber malade et mourir. Ça veut dire que chez l'Africain, le malade a toujours un soupçon de culpabilité par rapport au mal dont il souffre. C'est pour ça que le tradithérapeute africain va dire à son patient « Kobo », c'est-à-dire « parle », c'est-à-dire « exprime-toi ». Avoue tes fautes. Le premier soin, c'est reconnaître le mal qu'on a fait. Si je suis malade, c'est parce que je me serais rendu coupable de, ou de, ou de. Soit j'ai rompu une loi divine, soit j'ai rompu une loi de la nature, soit j'ai rompu une loi sociale. Je dois d'abord avouer mes fautes avant que l'on appose sur moi des médicaments. Ces prédispositions-là sont inéluctables chez celui qui veut aller recevoir des soins à l'africaine. Des soins à l'africaine, ça suppose qu'en en Afrique, des maladies ont des traitements, en fait, comme dans la médecine traditionnelle, dans la médecine moderne. Les traitements sont fonction de l'origine aussi des maladies, y compris mystiques. Bien sûr, bien sûr. Je crois que Bingono a tout dit. Il a balisé, il a parlé des sources. Il a situé les sources à 3 niveaux. Ça veut dire, naturellement, ça veut dire même les êtres végétaux sont malades. Même les êtres animaux connaissent la maladie. Là, chez les êtres animaux, très généralement, c'est qu'ils ont rompu la loi naturelle ou bien la loi divine. Si vous trouvez un singe qui voulait sauter plus loin que la distance prévue par Dame Nature, il va se briser les côtes et il sera malade. Ou bien il a mangé un fruit qui n'est pas régulier à son genre. Mais là où les humains sont différents des autres êtres dans la maladie, c'est lorsque vous avez rompu une loi sociale. Parce que les autres êtres respectent ça presque à 100%. Ça veut dire que vous verrez très difficile une battue. Ça veut dire guerre entre lion contre lion. Ça veut dire un lion se lève pour dire qu'il veut faire guerre avec un lion. Sauf quand il dispute le territoire. Et dès que le territoire est conquis, la guerre finit. Donc,
la maladie en Afrique nous provient essentiellement de ce qu'on sait. Si ce n'est pas toi-même qui sais, quelqu'un de ta maison, de ta lignée sait de quoi tu es malade. Et automatiquement, pour te soigner, il faudrait qu'on parle. C'est pour ça qu'on demande de parler. Soit, si c'est le parent qui l'a fait, on va dire aux parents qu'on a un nouveau-né qui souffre. Parents, qu'avez-vous fait? Et il a bien dit, on ne peut pas soigner à l'Africain ce malade si on n'a pas dit, si les auteurs n'ont pas prononcé eux-mêmes d'abord ce verdict, ça veut dire ce somme-là que nous avons fait telle chose. Vous verrez dans certaines villas, dans certaines communautés, lorsque les gens ne veulent pas parler, on les fait parler. Ça veut dire, on vous dit, vous-même entrez en brousse, coupez l'herbe avant qu'on soigne. Parce qu'il y a des gens qui refusent souvent, malgré le forfait qui est établi qu'il en soit auteur, peut-être par sa position stratégique sur le plan social, il refuse. Il dit, moi je ne peux pas aller à tel endroit. On va trouver donc des éléments qui permettent à ce que cette réalité soit établie. Parce que tant qu'on refuse l'origine de la maladie, elle ne peut pas être soignée. Ce qui est donc différent avec la maladie que je vais appeler la maladie moderne. Peut-être que quand elle a la hernie, il faut l'opérer. Encore faudrait-il savoir qu'en Afrique, on soigne la hernie sans être opéré. Il y a beaucoup de maladies que nous soignons en Afrique, que la médecine occidentale soigne aussi. Mais très souvent, quand on les soigne bien en Afrique, ça a les résultats les meilleurs. Donc, je crois qu'il a tout dit pour ce qui est de la maladie. Maintenant, je crois qu'on va se lancer, avec votre permission, dans la suite, ça veut dire notre thème, à savoir la guérison. Avant la guérison, il est convenable que nous revenions d'abord sur la typologie, la nomenclature, c'est-à-dire les catégories de maladies répertoriées par l'Africain. Parce que la très grave faute que commettent les médecins modernes, c'est qu'ils disent aux Africains, oh, vous croyez que toutes les maladies sont mystiques. Non, nous ne connaissons pas que la maladie mystique. Voici une esquisse non exhaustive des typologies des maladies en Afrique, c'est-à-dire les différentes maladies que nous connaissons. Nous connaissons des maladies héréditaires. On appelle ça maladie de sang. Cette famille souffre souvent d'eux. Nous connaissons des maladies congénitales. Celles-là sont le plus souvent liées au non-respect des interdits alimentaires. Nous connaissons la maladie contagieuse. Vous avez fréquenté quelqu'un qui souffre de telle maladie, alors vous avez pris cette maladie. Il y a la malformation qui est très liée à la maladie congénitale. Et le plus souvent, je voudrais peut-être, Amon, insister sur ce que nous entendons par interdit alimentaire. La jeune dame ou la femme qui porte un fœtus a un comportement social qu'on lui impose. Quand elle ne le respecte pas, elle expose à 80% le fœtus qu'elle porte. Prenons la consommation de la viande de la vipère par une femme qui porte un bébé. À 80%, il peut advenir que le caractère de la vipère s'affecte au fœtus. Et cet enfant, ce bébé, au lieu de ramper à quatre pattes comme les autres, il va se glisser comme une vipère. Ça s'est vu. Ouais. On interdit la consommation des bêtes à sabots aux femmes qui portent un bébé. La plupart des femmes qui ont brisé cet interdit-là, eh bien, elles ont donné naissance à un enfant qui souffre du bec de lièvre, c'est-à-dire, ça s'appelle d'ailleurs bec de lièvre en français, et le bec de lièvre est effectivement fendu. La femme, la petite antilope, que les Kangs appellent Ojoy, je connais, c'est la plus petite des antilopes avec une peau rousse. Quand la femme qui porte un bébé en consomme de la viande, le bébé à 80% peut naître asthmatique. Pourquoi? Parce que quand vous surprenez
cette petite antilope-là, elle démarre à 200 km à l'heure. Mais 200 mètres plus loin, vous la trouvez les yeux révulsés parce qu'elle est naturellement asthmatique. Et la science moderne a effectivement démontré que les viandes qu'on consomme, eh bien, leur caractère pertinent négatif injecte souvent le fœtus que l'on porte dans le ventre. Ça a été démontré scientifiquement. Donc, on connaît ces maladies congénitales-là, ces maladies de malformation qui sont liées au non-respect des interdits alimentaires. On connaît la maladie naturelle, celle qui dérive, qui découle d'un mauvais comportement de quelqu'un. Il est gourmand, il ne respecte pas. Et on connaît la maladie mystique. Je dis que ce n'est pas exhaustif, mais je voulais qu'on sache que l'Africain connaît très bien une typologie des maladies. Ce ne sont pas toutes les maladies dites rares que l'Africain injecte directement dans le contexte de maladies mystiques. Non, on connaît la maladie mystique, on connaît les autres catégories de maladies. Le prince, tu avais la parole juste avant que Bingono ne te l'arrache. ne te l'arrache. Justement, on a évoqué, et Amoine a évoqué tout à l'heure l'aspect des maladies, l'aspect des guérisons, mais je reviens avec toi sur justement le processus de traitement. Il y a des gens dans la société africaine qui, d'un jour à l'autre, en tout cas, affirment qu'ils soignent certaines maladies. Bon, du coup, j'ai envie de te demander, Prince, comment est-ce qu'on devient thérapeute en Afrique? Bon, oui, ça revient à la première question qui était de savoir le mot très gros de praticien. Praticien, c'est tout simple. Praticien des traditions. Donc nous, on peut dire ici qu'on est tous des praticiens parce qu'on pratique les traditions. Ceux qui observent les us et coutumes pratiquent les traditions. La tradition étant ce qu'on a hérité des ancêtres. Et donc on perpétue ces traditions-là. On fait de la pratique des traditions. On est praticiens. Donc on est des pratiquants des traditions. Religion, et il peut donc avoir pour le praticien de santé. Le praticien de santé sera celui-là qui va pratiquer la tradition pour préserver la santé et pour retrouver la santé. Et c'est celui-là qui est le thérapeute, c'est-à-dire qui restaure la santé. Parce que le praticien de santé, c'est aussi, il a parlé du praticien alimentaire, c'est dans le domaine de la santé également. Parce que la première maladie que l'homme a, c'est la famine. Parce que l'homme, naturellement, doit, tout au long de la journée, se sentir bien, mais à un moment donné, il sent comment son ventre commence à gratter, il a la petite maladie, le petit besoin là, de la nourriture. Et s'il ne prend pas soin de ce qu'il mange, il risque donc de commencer à avoir des perturbations. La première alimentaire peut être les diarrhées, ça peut être, etc. Et le thérapeute, ou celui qui va restaurer la santé, c'est celui-là qui viendra. Il doit d'abord faire le diagnostic. Et c'est à ce niveau que lui doit parler, parce que la première chose, c'est un peu le diagnostic. On commence par une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est le ventre, il a mangé quoi? Il a dormi comment? Parce que vous, si vous dormez mal aussi, vous pouvez avoir mal au ventre ou mal à la tête. Donc, il a dormi comment? Et si lui, il n'est plus à mesure de s'exprimer, on va demander à ceux qui l'entourent, ou ceux qui l'ont amené, ou ceux qui ont appelé le praticien ou le thérapeute, il va leur poser des questions sur ce qu'il a fait avant d'être dans cet état-là. Donc, s'il n'arrive plus, s'il n'a plus tous ses sens, on va donc poser la question. C'est un peu comme un tribunal, donc on doit juger son affaire. Et si on n'arrive pas à trouver, à déceler les éléments dont il pourrait souffrir à partir de ces messages, le thérapeute, s'il en a les capacités, va donc entrer dans les consultations, c'est-à-dire la voyance. S'il n'en a pas les compétences, il va référer donc la famille à un consultant qui va donc consulter pour qu'on décèle la maladie. Parce qu'il faut donc faire la différence, il faut donc bien clarifier les étapes. Il y a le diagnostic, il y a les consultations. Et c'est une fois qu'on a décelé la maladie,
ou les causes de cette maladie qu'on peut commencer à attaquer, n'est-ce pas, la racine ou ce qui fait souffrir la personne. Si par contre, celui qui vient est déjà en train de souffrir, il y a un certain nombre de produits, de potions qu'on peut donner à la personne, c'est-à-dire que sans savoir forcément de quoi il souffre au début, on peut lui donner quelque chose pour le soulager déjà. Le temps de savoir de quoi exactement ou à quel niveau. C'est un peu comme les gens donnent certains réconfortants aux malades. Donc en médecine traditionnelle, il y a également des produits qu'on peut donner aux malades, rien que pour leur donner un peu de force, le temps de voir en fonction de leur état. Donc maintenant, il faut voir que pour l'approche traditionnelle, l'approche clinique en Afrique, il y a une différence avec ce que nous vivons dans les hôpitaux. C'est-à-dire que la conception de la maladie est différente en Afrique. On conçoit l'être humain dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui peuvent être liées au physique de l'homme. Donc on va donc trouver des solutions pour traiter ces physiques qui souffrent. Il y a des maladies donc qui peuvent être liées à l'ombre de l'homme. Là, c'est déjà immatériel. Mais pour l'esprit, l'homme peut être troublé spirituellement, mais on ne soigne pas l'esprit. Ça veut dire que c'est plutôt l'ombre. Il y a donc des problèmes d'ancrage entre l'esprit et le corps. Donc on va donc chercher plutôt à réparer pour que l'esprit puisse encore bien s'installer dans le corps de la personne. On ne soigne pas l'esprit, on soigne l'ombre, n'est-ce pas? On soigne le corps. Et là, pour aller plus terre à terre dans les dimensions de la personnalité, on peut dire les maladies dont sont physiques, somatiques, on peut les soigner. Les maladies dont peuvent être se situer au niveau caractériel, donc un peu comme un enfant qui est devenu du coup très têtu. Il peut avoir la maladie du vol, par exemple. Donc un enfant qui est devenu un voleur maladif, comme on dit. Au niveau de son caractère ou de la têtutesse, un enfant qui ne coûte plus rien, qui ne fait qu'à sa tête, c'est une maladie aussi. Il peut avoir des maladies de dysfonctionnement intellectuel. C'est là où on parle du surménage, parce que quelqu'un n'arrive plus à coordonner, n'est-ce pas, sa conduite, son comportement, ses messages, ce qu'il dit ou ses propres connaissances, des mots qui sortent un peu en désordre. Un homme peut avoir une maladie affective sur la gestion de ses rapports avec les autres. On peut trouver chez les femmes celles qui donc arrivent à être gourmandes de certains besoins affectifs, sexuels par exemple. Une femme qui est dans un très gros besoin et qui donc peut pousser même les hommes qui étaient tout tranquilles à aller commettre des actes sans même, parce que cette femme, avec son désir trop grand, arrive à... Donc, il y a au niveau spirituel, ou si vous voulez, patrimonial, on peut avoir donc des difficultés, une maladie donc qui est liée à l'héritage qu'on a de ses ancêtres. Donc, et le tradit thérapeute africain doit apporter un soin, on dit holistique. La différence, c'est qu'en Afrique, on ne fait pas, on n'a pas une approche qu'on dit psychodramatique. Chez les autres, nos frères occidentaux, il y a cette approche-là qui veut qu'on échange avec la personne. C'est deux personnes, le traitant, le professionnel, avec le malade. C'est une affaire de deux personnes. Mais en Afrique, on prend toujours, on doit soigner l'homme et son milieu à la fois. Parce que si vous prenez quelqu'un qui a une maladie qui est née de son milieu, vous soignez l'homme et vous le renvoyez dans son milieu, il va toujours récupérer la maladie. Donc, en Afrique, on ne se limite pas à soigner l'individu lui-même. On doit tenir compte de son environnement, de ses relations, de son milieu, de sa famille, c'est-à-dire des relations qu'il a avec les autres membres de sa famille. Donc, ça ne se limite pas. Donc, le plus souvent, quelqu'un peut venir là, une maladie physique, on soigne bien. Après, on amène la famille, on le fait danser. Parce qu'il faut, au-delà, n'est-ce pas, d'extirper le mal, et le préparer à retrouver la santé, la bonne humeur et à être bien serviable dans sa société. Voilà. Et à Moine, il y a un aspect sur lequel je voudrais peut-être que tu interviennes. Il y a des gens dans la société, ça peut être des jeunes comme ça peut être des enfants, avec qui on est bien. Et un jour, ils commencent à, entre guillemets, délirer. Et un papa un peu plus âgé vous dit, lui, il va devenir traitant. Ben, est-ce qu'on devrait faire confiance à ce genre de choses? En fait, je voudrais savoir, à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe réellement? Disons que la modernité ou la mondialisation, le cumul trop élevé d'importations fait de l'Afrique aujourd'hui, je ne sais pas quel est le nom, l'Afrique gît sous des codes
qui ne sont pas africains. Parce que en Afrique, on ne transforme pas des choses qui ne sont naturelles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'êtes pas parce que vous êtes passé par tel ou tel. En Afrique, tout est onction. Tout est onction en Afrique. Quand je dis en Afrique, ça veut dire même ailleurs. C'est seulement qu'ailleurs, nous tombons, ça veut dire qu'on ne nous montre pas le côté onction. On met plutôt le côté mercantiliste pour vouloir nous escroquer de l'argent et tout. Mais il n'y a pas de tricherie en matière de tradition. En Afrique, on dit tradit, on veut tradit se rapporte à la tradition. Et dès que vous dites tradition, ça veut dire il y a les balises, il y a les socles. Ce n'est pas sur une cour où le socle d'une famille va s'ouvrir et on crée l'événement. La plupart du temps, aujourd'hui, c'est de la tricherie. Ça veut dire que les gens trichent, les gens font des montages et depuis que le téléphone portable est arrivé avec Internet et tout, je crois que même les magistrats ont des problèmes maintenant à trouver que la photo est une preuve. Parce que moi, je prends ça comme ce qui se passe maintenant avec Internet et tout. Ça veut dire il suffit que quelqu'un ait ma photo maintenant, on peut me transformer en lion. On monte, on voit bien des photos. Ceux qui me connaissent savent que c'est moi, mais alors que ce n'est pas moi. J'ai assisté presque 100 fois à ce genre de choses, en tant que témoin, en tant que même patient. Il m'est arrivé moi-même d'aller chez quelqu'un qui veut soigner, mais qui me dit qu'il va d'abord lire. Dès qu'il a dit qu'il va lire, je me suis bizarré, il m'a chassé. Je lui dis que je ris parce que j'ai mal ici, je voudrais que tu me soignes. Mais l'autre que tu vas lire là, mon frère me dit que pardon, on est venu de très loin pour se faire soigner et les gens trouvent des guérisons ici. Pourquoi tu gênes? Il a dit non, qui me laisse d'abord rire parce que je connais la suite. Ils m'ont dit bon, est-ce que tu peux accepter de ne pas rire? Il dit bon, qu'il aussi, est-ce qu'il peut accepter de ne pas jeter les coris pour lire? Bon, on ne s'est pas entendu. Bon, elle a continué les soins. Elle a jeté les coris. Il dit qu'elle voit une femme, deux femmes, l'une grasse, l'autre mince. J'ai recommencé à rire. En bref, on n'a pas pu me soigner parce que tout ce qu'on disait là, ça me faisait rire. Je voyais le cinéma, je ne voyais rien de sérieux et c'était vrai. Dès qu'on dit traditionnel, on est au naturel. Avec le naturel, on ne triche pas. Je vous prends un exemple terre à terre. Il vous est arrivé un jour d'entendre qu'un animal de brousse est mort de noyade. Ou bien le chat est tombé dans l'eau, il en est mort. Non, quand c'est naturel, on ne triche pas. Les animaux, nos frères êtres animaux ne trichent pas. C'est pour ça qu'ils ont moins de problèmes. Si les tradis thérapeutes ont même des problèmes en Afrique maintenant, c'est parce que ils sont nombreux, mais il y a autour d'eux, au visuel, un amas de non-tradis qui ne sont même pas de la tradie. Ils n'y sont pour rien, mais qui ont compris que la souffrance des autres peut leur faire des richesses. Voilà pourquoi, si j'entre dans votre question pour dire que tout ce qu'on voit à gauche et à droite, là, c'est des montages. Lui, il aime dire qu'il y a c'est plutôt des envoûtements. Moi, je pense que c'est des scènes d'envoûtement où les gens se promènent en délivrant. Ils délivrent le mal, ils soignent. Les autres soignent même au nom de Jésus. Ils disent que Jésus avait soigné les malades, mais l'acte le plus facile que Jésus avait fait, c'était de multiplier le pain. Personne ne le multiplie, alors que c'est plus facile. Le guérir même qui est difficile, c'est ça que les gens empruntent chez Jésus. Alors que s'ils pouvaient nous fabriquer le pain et les beignets, je crois que ça devait être un exemple terre à terre. Donc vous ne pouvez pas faire le plus difficile, ne pas faire. On dit qui peut le plus, qui peut le moins. plus. Donc je voudrais dire que la majorité des cinémas qu'on observe ça, et là je dis bien c'est des cinémas, ce n'est pas africain. Et il y a trop de tricheries au point où, même quand il y a des élans de vérité quelque part, les gens ont des problèmes pour discerner. Moi, je suis né dans une famille de tradis. Bingoul va m'excuser, je suis né dans une famille de tradis. Ma grand-mère qui soignait, il ne nous est pas arrivé une fois de savoir comment. On sait que les ancêtres lui ont légué ça. Et c'était naturel. Il n'y avait pas de fantaisie, il n'y avait pas de jeter d'abord l'argent sur la porte, il n'y avait pas de cinéma. Tout était question. Dès que le malade arrivait, si c'était un bébé, elle déshabillait le bébé, elle posait le bébé sur les genoux. Elle tâtait le bébé. Si tu la vois remettre le bébé à l'enfant, prendre la machette pour chercher les écoles, c'est qu'elle a déjà fait
Ça veut dire, elle a fait l'ADN que vous avez dit tout à l'heure, elle a fait l'échographie, elle a fait tous les examens que vous savez, le scanner et tout, rien qu'avec ses mains. Et je vous assure, quelle que soit la maladie, cette maman soignée. Il n'y avait pas de spécialité que, bon, l'autre là, je ne connais pas. Soit elle peut soigner, soit elle peut ne pas soigner. Et très souvent, c'était des maladies qui proviennent de ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire soit des maladies mystiques, soit des maladies naturelles. Donc, je voudrais dire humainement, ça veut dire ça c'est moi, tout ce que je vois dehors là où les gens se transforment en guérisseurs, très souvent, moi je crois que c'est de la tricherie. Ça c'est mon opinion. J'aimerais attendre un tout petit peu, Prince. Je vais peut-être insister beaucoup aujourd'hui sur ce que j'entends par typologie. Et là, je vais parler de critérologie. Voici les catégories du soignant africain. Il y a l'herboriste pur et simple. Ce n'est pas un initié. Il a appris. Pendant une longue durée, on lui a montré les plantes et leurs vertus. On lui a dit les symptômes des maladies qui peuvent être soignées par telle ou telle plante. Celui-là n'a pas besoin d'être un initié. Il ne voit pas. Il n'a pas 4 yeux. Il y a donc la première catégorie, c'est l'herboriste. Le traitant initié maintenant, là nous avons de nombreuses catégories. Il y a des voyants, il y a des clairvoyants. C'est qui le voyant? C'est celui qui passe par l'art divinatoire pour détecter la maladie. Le clairvoyant maintenant, lui ne passe même pas par l'art divinatoire, les couris, le sable, la terre ou autre. Vous arrivez chez lui, il se met directement en connexion avec votre corps éthérique et lit toutes vos maladies sans que vous ayez besoin de lui dire « je souffre de ça et de ça et de ça ». Les charlatans sont très nombreux, ils sont 80% et c'est eux qu'on rencontre le plus souvent dans nos villes depuis que l'on a compris qu'on peut se faire de l'argent sur la maladie des gens. Mais maintenant, comment reconnaît-on le véritable soignant, le véritable thérapeute? On l'est de façon héréditaire. C'est de grand-père à arrière-petit-fils. On sait que ça, c'est une famille de guérisseurs, de soignants. Donc, de deux, le bon thérapeute africain a une résidence, un lieu fixe où on peut le rencontrer. Donc, il est d'abord thérapeute de lignage. 2, il a une résidence. Et de 3, on écoute les commentaires de ceux qui sont allés recevoir des soins chez lui. S'il est mauvais, on dira de lui que là-bas, n'allez jamais là-bas. Parce que lui, celui-là ne maîtrise rien. Et vous ne verrez pas d'écriteaux. De plaques. Vous ne verrez pas de plaques indiquant que ici, il y a. Et je remets la parole au prince quand j'aurai dit ceci. Nos tradis thérapeutes n'exagèrent pas quand ils disent parfois je soigne tout. Pourquoi? Parce que la science a démontré que les plantes sont d'un spectre si large qu'elles peuvent soigner entre 50 et 100 maladies à la fois. C'est pour ça que les nôtres disent parfois je peux tout soigner. Le spectre des plantes est si large que une seule plante vous guérit de plusieurs maladies à la fois. Prince. D'accord. Donc, je crois qu'il a posé une question, celle de savoir comment on accédait. Bingono a répondu en montrant, et a montré qu'on apprend. Il y a l'école, il y a la tradition. Tradition, donc traduire, on a transmis, et il a acquis les connaissances de ses ancêtres, ou de ses prédécesseurs, ou d'un maître. Donc, on apprend. Et puis, il y a des gens qui sont arrêtés. J'ai eu à évoquer ce contexte lorsqu'on citait les catégories de personnes, les fils de secours ou les fils de devoir. Parce que Dieu, à un moment donné, voit qu'il y a des problèmes dans cette société, il va transformer un tel
Et il arrive bien souvent que celui-là soit issu déjà d'une famille qui a des prédispositions. Il peut arriver, parce que si une famille a une lignée de tradithérapeutes, c'est bien que ça a commencé sur une personne. Et cette personne-là a été arrêtée à un moment donné. Et parfois, au moment où cette personne reçoit sa charge, peut devenir folle, errer, marcher comme ça, commencer à parler. Parce qu'au début, quelqu'un qui commence, on ne reconnaît plus cette personne qui était avec vous, qui avait une attitude ordinaire et qui du jour au lendemain commence à parler des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, cette personne sera d'office qualifiée de fou. Et c'est pour ça, vous vous souvenez que le tradithérapeute, ou du moins celui qui voit, est souvent appelé notable de Dieu, du même titre que le prêtre. Et dans nos langues, quand vous voyez, on traduit le titre de Jésus, par exemple, on dit Kam si Yesu, le notable de Dieu du nom de Jésus, qui fut transporté dans le désert et qui parlait, on essaie avec le diable. Donc on imagine qu'à un moment, c'est quelqu'un qui avait parlé seul dans le désert. Parce qu'au moment où il parle, si quelqu'un est là, il ne verra pas. Donc il y en a qui, pour commencer, ceux qui sont arrêtés, dont une nouvelle lignée, n'est-ce pas, qui est créée, peuvent avoir une charge et devenir donc des voyants, devenir des tradithérapeutes, mais en commençant par un petit moment de trouble. Et qu'est-ce qui se passe dans ce trouble-là? Est-ce qu'il parle? Avec qui est-ce qu'il parle? Lui, il parle parce qu'il est saisi. Il y a des gens avec qui il parle. C'est-à-dire, il est saisi. Et parfois, il se réveille en lui un don de voyance, mais il résiste. Parce qu'il résiste, il se met à parler, il lutte contre cette charge-là, qui est très lourde et qui va désormais porter. Et en même temps, si vous voyez, il y aura un endroit dans sa concession, parce que le tradithérapeute, il y a un lieu dans sa maison qui peut se creuser ou qui va garder. Donc, il y a un foyer, il y a quelque chose dont des très symbolique. Il y a un sanctuaire qui va se créer. Donc, quand il est saisi, il commence à... Et puis, il est normal à ce moment qu'on le conduise chez quelqu'un. Donc, le plus souvent, vous avez des maîtres. Donc, quelqu'un qui est saisi comme ça, on va le conduire chez quelqu'un qui va le soigner, entre guillemets, et commencer à l'aider, à commencer à interpréter les messages qu'il reçoit, le guider pendant un bout, et puis il va s'installer chez lui. Et c'est la même chose, même dans la science moderne. Quand vous voyez, on parle de psychanalyste. Pour devenir un psychanalyste, il faut subir une analyse soi-même. Donc vous devez avoir quelqu'un qui va vous suivre pour vous analyser jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser, n'est-ce pas, vos propres visions, associations des idées, vous puissiez interpréter les symboles pour travailler à votre propre compte. Donc, et Yamon et le prince ont parlé d'école. Je réponds, je continue la réponse que le prince donnait tout à l'heure. Pourquoi parlait-il seul? De quoi parle-t-il? C'est quelqu'un qui n'a pas encore commencé son apprentissage, son initiation, mais dont les yeux se sont ouverts subitement au monde de l'au-delà. Il est en connexion avec l'au-delà et ce qu'il raconte dans son délire, ce sont effectivement les choses qu'il voit dans l'au-delà. Il est en délire parce qu'il ne sait pas encore ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à cet individu? C'est pour ça qu'il parle. Maintenant donc, le prince dit, on va le conduire chez un maître qui va canaliser. C'est à partir de son initiation qu'il saura faire la part des choses entre le monde réel et le monde de l'au-delà, dont il a accidentellement rapporté les choses qu'il voyait. Il n'est pas en délire, il est en connexion avec l'au-delà. Son pouvoir, il le détient des ancêtres qui résident dans l'au-delà, dans le monde immatériel. Et quand il va rapporter ces choses-là, qui ne sont pas du monde matériel, c'est nous. Le moyen, le citoyen ordinaire, c'est nous qui allons dire qu'il délire. Mais justement j'ai envie de vous demander comment donc différencier celui qui délire pour une vraie folie et celui qui délire au départ. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on voit. C'est arrivé accidentellement. Et dans la suite, quand il aura reçu sa formation, c'est sûr qu'il ne va plus délirer. Oui, mais s'il veut les deux, c'est-à-dire que quelqu'un qui délire, il est perçu par le commun
qu'il délie, on le conduit donc chez les tradithérapeutes. Les tradithérapeutes vont donc voir, ah ça c'est un tradithérapeute naissant. C'est un élève qui arrive. Et il sera donc traité pour être tradithérapeute. Et l'autre sera traité pour recouvrer la santé. Donc, le tradithérapeute saura faire la distinction entre un élève, n'est-ce pas? Et un malade. Et il saura le faire. Donc, que les gens ne se gênent pas. Quelqu'un qui délie, on le conduit chez quelqu'un qui peut... Je voulais ajouter, parce que cette question, quand vous la posez, je disais, je n'avais pas terminé. J'étais encore sur le faux délirant. Ça veut dire que malheureusement, c'est les 80%, il a dit. Et vous savez que nous sommes dans des sociétés dites démocratiques où en démocratie, c'est la force de la majorité. Donc, quand le plus grand nombre a raison. Donc, l'initiation, en fait, on ne naît pas deux fois dans la vie. On naît une seule fois. Tous les hommes ont le même âge. C'est notre arrivée dans une époque qui diffère. Ça veut dire, il peut arriver que toi, tu sois né dans un autre monde avant moi. Tu as existé et tu es reparti. On l'a toujours dit aux Africains. Un parent, un grand-père qui soignait et qui est mort, il n'a pas transmis. Parce qu'au moment où il meurt, dans sa famille, il n'y a pas un enfant ou un adulte à qui il peut remettre ce pouvoir. Il n'a aucune disposition naturelle, matérielle pour accueillir ça. 50 ans ou 10 ans après, né dans la famille, dans sa lignée, un enfant qui porte tous les germes nécessaires à conduire cela. Quand cet enfant croise le grand-père, c'est une folie. Il va d'abord faire la folie parce qu'il ne l'a jamais vu du vivant. Il ne l'a pas vu du vivant. Et peut-être la langue que le grand-père utilise. Soyez-en sûrs, si votre arrière-grand-père de 200 ans arrive aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre sa langue. Puisque ce que vous parlez aujourd'hui, il n'a pas laissé cette langue-là. Donc, le fait de communiquer avec lui, s'il y a des gens autour, parce que toi, celui qui reçoit l'onction va parler la langue du grand-père. Ce n'est pas au grand-père de parler la langue de celui qu'on va initier. C'est cet enfant qui va parler la langue du grand-père lorsqu'il reçoit l'onction. Les autres nous ont dit que l'oiseau est venu sur la terre de quelqu'un. Non, c'est visible en Afrique lorsqu'on reçoit un pouvoir et qu'on est en communication avec les gens de l'autre côté. On ne peut pas dialoguer avec eux sur les mêmes langues conventionnelles que nous avons aujourd'hui. Donc, il se passe dans un temps. Le temps où le contact prend effet, il y aura des bouleversements, de toutes les façons. Il y aura des bouleversements, ça veut dire que le corps reçoit ça comme une voiture, on la démarre avec la batterie, mais quand la voiture marche déjà, la batterie, ce n'est plus elle qui... Il y a un autre qui va prendre. Donc, pendant ce temps, il est possible que les gens autour observent des anomalies, mais qui ne sont pas de nature à le nuire définitivement. Ça veut dire que c'est un temps d'observation, il est de passage. C'est comme une initiation, sauf que cette initiation se fait avec le monde invisible. Il est délire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour ça que Bingo nous parlait de la suite. C'est dans la suite que vous allez savoir est-ce que c'était un bon délire ou alors c'était un commerçant, nouveau commerçant qui est né dans la société. Donc, je crois que c'est à ce niveau. Lorsqu'on reçoit l'onction, on est perturbé. Mais dès que vous êtes déjà installé, vous faites écho, sauf que je maintiens, et il a dit, si vous trouvez une plaque, comme on dit hôpital général, hôpital ceci, ce n'est plus africain. Parce que le soignant africain, son soin fait... C'est ceux qui t'ont donné cette onction-là te donnent la tradition africaine, c'est de bouche à oreille. De bouche à oreille, puisque tu n'en fais pas commerce. Vous allez l'insulter qui n'a pas une grande maison. Il ne fait pas ça pour être riche. Parce qu'en Afrique, la notion de richesse est trop relative. Pendant que vous croyez que c'est quand on a des gros bâtis qu'on est riche des voitures, mais lui n'est pas ça. Il a sa richesse de sauver les âmes et il ne fait que sauver ses âmes. Et rien que cela, il n'a pas eu pour vocation de rouler dans les grosses voitures. Donc, c'est la suite de ce qui s'est passé qui édifie sur ce qui est de cette transformation. Elle a été bonne ou alors elle a été un machin organisé pour voiler les yeux des gens. Basement, maintenant, aujourd'hui, c'est nos frères des églises qui sont champions là-dedans parce que
Si vous croisez un de vos frères qui est au chômage 5 ans après, très difficilement, vous n'allez pas le trouver qu'il est loin quelque part, il est devenu pasteur, il soigne. Et tous tombent en transe, et très souvent, vous allez à l'église, tout le monde tombe en transe. Si vous êtes étranger dans l'église, c'est vous seul qui ne tombez pas. Bon, tout le monde tombe sauf vous. Des fois, même on vous secoue, on vous tape, même on vous brutalise, même on veut que vous tombiez aussi. Parce que Faya est devenu. Donc, ces cinémas-là ne doivent pas occulter la réalité qu'en Afrique, il y a encore, et ils sont nombreux des gens qui soignent. Et ceux qui soignent là, si vous n'en connaissez pas, demandez aux gens. Moi, j'en connais, et Mingo en connaît, on en connaît, ceux qui soignent réellement. Mais l'étape d'initiation est nécessaire lorsque la transmission se fait pour une personne qui est nouvelle. Je voudrais dire deux petites choses et passer la parole au prince. La première est que quand je croise le fer des joutes oratoires avec le médecin moderne, je leur dis, tant que vous ouvrirez le corps humain pour aller enlever la maladie, vous viendrez loin derrière la médecine africaine parce que si vous avez un abcès dans le foie ou au cœur, vous allez ouvrir avec votre bistouri, nous on va donner des choses à boire ou à purger et puis on soigne. Première chose, le corps humain ne me semble pas avoir été fait pour qu'on l'ouvrit afin d'enlever la maladie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la supériorité du tradithérapeute africain sur le médecin moderne est que il est sa propre pharmacie. Ouais. Sitôt que vous arrivez chez le tradithérapeute africain, il ne vous enverra jamais chercher des médicaments quelque part. Il les cueille par lui-même, les conçoit par lui-même et vous les fait consommer. Ouais. Tandis que le médecin moderne est obligé de s'associer aux pharmaciens. Vous pouvez mourir d'une maladie la plus bénigne qui soit, alors que vous avez en face de vous un médecin, parce que en soi, il n'est pas le médicament. Le tradithérapeute africain est son propre médicament, parce qu'il le fabrique par soi-même. Et peut-être une troisième chose, il vous prend d'abord en charge avant éventuellement d'exiger un paiement. Il n'attend pas que vous payiez pour qu'il vous prenne en charge. Vous amenez quelqu'un aux urgences, il peut y mourir parce qu'il n'a pas payé les billets de session ou ne peut pas payer ses soins. Le tradithérapeute africain ne fait pas ça. Il vous prend d'abord en charge avant de voir les modalités de paiement. Le prince, tu avais ajouté. Donc, on a parlé tout à l'heure pour les catégories, ou du moins les moyens, les voies, n'est-ce pas, par lesquelles on accède à cette profession, entre guillemets. On a les personnes nouvellement choisies. D'autres parlaient des élus. Pourquoi pas? On a ceux qui ont hérité, et qui héritaient des connaissances, des expériences de leurs ancêtres. Mais on a ceux qui s'infiltrent dans ce domaine. Même dans le domaine de la sorcellerie, on parle des gens qui ont des prédispositions et ceux qui ont fendu, donc ceux qui fendent la porte pour entrer. Pour la magie, on parle de ceux qui ont ouah. Donc, il y a dans la médecine traditionnelle ceux qui forcent parce qu'ils ont un certain intérêt. Et de plus en plus, vous voyez, quand vous analysez bien, vous allez voir que dans les milieux religieux actuellement, certains de nos voyants de bonne foi et qui ont grandi dans les milieux évangélistes de la colonisation se sont infiltrés dans les églises. Prenez le cas, vous avez beaucoup de personnes qui ont des chaînes de télé ou autres, qui disent « je vois, je prophétise ». C'est de la voyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les praticiens, certains ayant bien des dispositions, mais qui ont trouvé un champ fertile pour la collecte un peu de ressources, ou alors ont trouvé un bon canal pour servir, utilisent donc la Bible qui n'est que des béquilles, mais qui vont en fait et qui voient parce qu'il est voyant ou parce que lui, il a négocié, il a acheté la voyance. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'entrer dans ce domaine
en négociant, en signant des pactes avec des gens qui vont vous aider à voir des choses. Ça dure un temps. C'est-à-dire que vous payez un abonnement pour accéder et les esprits vous donnent un certain pouvoir. Ceux-là, aujourd'hui, sont nombreux dans les églises. C'est eux qui parlent de prophétiser. Et quand on parle des églises de réveil, en fait, effectivement, c'est les églises de réveil par un troisième œil, pas un quatrième, mais un œil fort, un œil acheté pour essayer de séduire. Parce que les hommes sont dans la souffrance. Il y a une clientèle dans notre société, des personnes qui souffrent, qui ont une angoisse existentielle assez poussée. Et on trouve que pas des solutions de miracles. Il y a aussi des personnes qui sont dans la paresse et qui pensent qu'il suffit de prier ou bien qu'on prophétise, vous allez ramasser le bonheur en route. Ils suivent cette voie. Et du coup, vous voyez des maisons, donc de prédication, qui se créent avec des sortes de voyants qui disent « je vois ». Toi, tu auras le travail, tu auras le voyage, tu auras ceci. Et ils manipulent un soi-disant Saint-Esprit. Eux-mêmes ayant le Saint-Esprit avec l'église où on chasse les démons chaque jour qui restent dans les mêmes églises. Donc, vous avez cette voie-là de ceux qui sont saisis par Dieu, de ceux qui ont hérité de leurs parents et de ceux qui ont acheté. Ils y sont entrés par effraction ou par corruption et qui sont là et qui se font un beurre, qui vous demandent donc de passer le temps à crier et ils organisent donc les jours de prière, les jours de délivrance. C'était parce que la foi sauve, c'est-à-dire la croyance en une chose, dans la sincérité et dans la bonne conduite, ça sauve. Certains y trouveront du bonheur. Du bonheur, pas de ce qui est venu là. Parce que vous prenez par exemple le cas du grand maître, notre fils là, Jésus, qui a été formé chez nos parents, nos ancêtres en Égypte. Chaque fois qu'il fait un miracle, entre guillemets, qu'il soigne, il dit ta foi t'a sauvé, ta foi. C'est-à-dire, ne dis pas je t'ai sauvé, mais parce que tu as cru que je pouvais te soigner, parce que tu as cru que Dieu pouvait te soigner à travers moi, toi tu es guéri. C'est la foi qui sauve les gens. Et cette foi peut sauver les gens. Votre foi peut vous sauver par le truchement de n'importe quelle obédience. Que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme, votre foi peut vous sauver parce que cette foi a trouvé un fils de secours, n'est-ce pas, qui a grandi et qui a été pris en charge dans ces milieux et qui se servira de ses connaissances, de ses facultés pour vous guider vers la bonne voie. Mais maintenant, pour ce qui concerne les médicaments, la médecine traditionnelle est celle la plus utilisée en Afrique et même dans le monde. Les organisations comme l'OMS reconnaissent que plus de 80% d'Africains font recours, on est dans 90% je crois, font recours à la médecine traditionnelle. Parce que non seulement elle est disponible, elle est moins chère, elle est partagée et il y a la confiance. Parce que dans le domaine de la médecine de façon générale, il y a ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire que la confiance que le patient a pour celui qui va le soigner. Et puisqu'il y a la sédentarité, le tradit praticien, c'est quelqu'un de connu dans la communauté. Oui. Il y a les témoignages. On sait que tel a toujours soigné, donc il y a une sorte de confiance. On fait recours à lui parce que personne ne se méfie de lui. S'il arrive un malheur, on saura que c'est tel. Parfois, c'est un membre de la famille ou du moins c'est un membre de la communauté. Donc il y a la confiance qui est là. Et la médecine traditionnelle africaine n'est pas une médecine de secrétivité. Il y a des familles donc, qui ont un certain nombre d'éléments, de connaissances, et surtout qui détiennent les produits qui conservent. Mais une fois qu'on vous soigne le plus souvent, on fait de vous aussi un traitant de la maladie dont vous avez souffert longtemps. C'est-à-dire qu'en Afrique, le plus souvent, celui qui vous soigne parfois a été lui-même victime de cette maladie. Surtout certaines maladies qui sont très menaçantes. Quand on a fini de vous soigner, on dit, bon, ok, dans votre milieu, puisque vous êtes venu de loin, il faut bien que vous soulagiez ceux qui sont autour de vous. Vous n'avez pas besoin de faire venir tout le monde pour se soigner de la même maladie parce que c'est une maladie, c'est une approche collective de solidarité. Donc, ce n'est pas une affaire avec des formules qui sont conservées dans les pharmacies. Et puis, l'expérience montre qu'aujourd'hui, les produits pharmaceutiques, beaucoup plus c'est l'effet de placebo. C'est-à-dire, vous croyez que c'est parce que le monsieur est bien habillé dans sa blouse et qu'on est venu dans des gros bâtiments et que ça soigne. Parce que parfois, c'est tout simplement des comprimés. On peut vous donner un comprimé tout blanc qui n'a pas beaucoup de propriétés. Avec un peu de l'eau, vous buvez parce que c'est le grand médecin. Vous êtes bien soigné. La foi aussi, la foi que ce soit
dans la médecine moderne ou dans la médecine traditionnelle est guéri, mais vous devez, chacun doit savoir connaître les propriétés des plantes. La médecine traditionnelle africaine, c'est la médecine communautaire. C'est une médecine qui est ouverte à tout le monde. Il y a des spécialistes qui sont des personnes installées dans la société. Ils sont reconnus pour soigner certaines maladies résistantes. Mais toute personne, tout Africain doit avoir la connaissance d'un certain nombre de propriétés, d'un certain nombre de plantes pour se soulager de certaines maladies, comme des indigestions, n'est-ce pas? Comme des maladies bien vulgaires, comme les paludismes, qui sont des maladies tropicales. Il y a une plante qui soigne ça, n'est-ce pas? Mais on nous fait croire qu'il faut absolument aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital, mais certaines propriétés, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle sont transformées en formules de la médecine moderne. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons et que nos traditions révèlent ces expériences, la médecine dite conventionnelle, donc, s'approprie de ces formules, convertit, n'est-ce pas, nos formules de traitement qu'on adopte dans la médecine conventionnelle et qui sont justement, Prince, j'aurais bien aimé continuer, mais il nous reste une minute d'horloge. Vraiment, une minute d'horloge. Je prends 20 secondes pour dire en Afrique, l'alimentation, la nourriture que nous mangeons, nous l'appelons des alicaments. Parce que c'est à la fois quelque chose qui remplit notre ventre, mais qui soigne également et prévient de nos maladies. Première disposition. Deuxième disposition, l'anthropologie, c'est que chaque famille africaine a sa pharmacie derrière la case. Parce que, avant même d'avoir besoin de faire recours au tradithérapeute, il y a des plantes derrière la maison pour secourir celui qui est en urgence. Voilà. Oui. Vraiment, en 20 secondes. En 20 secondes, je pourrais dire, il a déjà dit ce que je voulais dire. Et effectivement, en Afrique, on est malade aujourd'hui parce qu'on n'est plus africain. Parce que si on était africain, nous mangerions normalement la nourriture et le soin. Parce que toute nourriture africaine avait deux composantes. Un côté alimentaire, purement alimentaire, un côté médical. Ça veut dire, mais aujourd'hui, lorsque nous mangeons tout ce qui est sucré, tout ce qui est beau à voir, tout ce qui est grillé, alors nous sommes malades. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de ne pas aller à notre pharmacie, puisqu'elle ne répond pas à ces éléments-là. On est obligé de courir à la médecine conventionnelle, comme l'a dit Prince. Merci beaucoup, Yamoun. Merci aussi à vous. C'est ici que prend fin cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre édition de Mzizi Africa. Restez sur Vox Africa et aussi sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette édition.